Nous sommes toujours au 10e congrès de la médecine générale à Paris. Déjà. Et sur notre plateau, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Darieux, auquel je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour. Moi, je suis Jean-Claude Darieux, donc j'ai 33 ans de pratique de médecine générale. Quelques responsabilités donc, dans les soins palliatifs, puisque j'ai été président et je suis encore à l'association du soin de Pallium, qui était une association qui a promu les soins palliatifs à domicile dans le sud des Yvelines. Voilà. Et donc nous allons parler de fin de vie, puisque l'association Pallium qui évoque deux mots un petit peu concurrents. L'association Pallium dont laquelle vous vous occupez vous a amené à avoir une expertise dans ce domaine. Et donc est-ce que les soins palliatifs, on peut focaliser sur un problème précis, parce que par exemple c'est que de la douleur? Alors bien évidemment que non, et c'est bien évident, tous les gens qui parlent de fin de vie, la première chose à laquelle ils pensent, c'est les patients qui leur disent « je ne veux pas avoir mal ». Et dans toutes les lois que l'on a eues récemment, on a parlé de la douleur. Maintenant, la dernière loi Claeys-Leonetti parle de la souffrance. Et donc en fait, oui, ça fait partie effectivement de ce que réclament nos patients, de dire qu'ils n'ont pas envie d'avoir mal. Mais bien évidemment, il y a autre chose autour. Et douleur, souffrance, comment on fait? Quel est le distinguo entre les deux pour les béotiens? La douleur, ça voudrait être des affects qui viennent d'un organe, et la souffrance voudrait être de psychisme. Mais en fait, on parle de douleur morale, et on parle de cette dent qui me fait souffrir. Donc globalement, ça se mélange un petit peu quand même. C'est peut-être pas par hasard d'ailleurs, parce que c'est pas par hasard. Je crois que le langage commun. Il y a une légitimité à souffrir pour exprimer sa souffrance aussi. Tout à fait. On ne va pas rentrer dans ces considérations psychiatriques. Quelle est la proportion de patients dans cette situation que vous voyez pour des douleurs? Alors en fait, là, on va parler des douleurs chroniques, des douleurs chroniques qui sont des douleurs un peu spéciales, puisque la définition, c'est au-delà de 3 mois, et c'est des douleurs qui sont maltraitées par les médicaments. Et donc en fait, les douleurs chroniques en fin de vie, chez les patients cancéreux notamment, on est à 3 sur 4. Douleurs modérées à sévères, 3 sur 4. Donc ça fait une proportion énorme. Une grande proportion. Et quand vous intervenez en conjonction avec les médecins généralistes traitants, ils vous passent la main, comment ça se passe? Alors le réseau, normalement, enfin si on parle du réseau, les réseaux viennent en appui des gens qui travaillent déjà auprès du patient. Et donc en fait, ils ne viennent là que pour leur expertise, pour donner des conseils, pour aider les gens qui travaillent déjà. Donc après, on ne prescrit pas, et on aide le médecin à prescrire et les infirmières à donc faire des soins spécifiques. Et puisqu'on est dans un congrès de médecins généralistes, quels sont les problèmes que vous discernez parmi vos confrères généralistes face à ces situations qui sont parfois très difficiles à gérer? Oui. La première des choses, c'est que pour mes confrères, ça concerne 1 à 3 patients par an de prise en charge à domicile. Donc 1 à 3 patients par an, c'est pas beaucoup. Mais longue? Oui, longue, et avec une disponibilité extraordinaire. Mais en fait, on peut avoir donc 2 patients une année et pas du tout pendant 2 ans. Et donc en fait, se maintenir au courant et avoir donc toujours être à la pointe de ça, c'est pas très possible. Donc ça ne peut être qu'avec l'appui d'un réseau qui vient donc pour donner les conseils nécessaires dans cette période-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour avoir fréquenté des jeunes médecins qui se sont heurtés et confrontés à ces problèmes-là, il faut avoir une certaine légitimité. Alors peut-être dû à l'âge, peut-être dû au nombre de rencontres qui ont été faites là, mais en tout cas les jeunes se sentent moins légitimes dans cette période-là de la vie des gens. Et indépendamment du côté légitimité, est-ce que les médecins sont formés pour prendre en charge ces problèmes, et en particulier le problème de la douleur? Le rapport Sicard, qui avait beaucoup mis ça en exergue, avait bien montré quand même que un des gros soucis, c'était bien la formation, qu'elle soit initiale ou continue. L'autre étant la méconnaissance des lois, et la méconnaissance notamment de la loi Leonetti, puisqu'elle a 10 ans maintenant, 11 ans maintenant. Et donc en fait, bien sûr que l'accent a été encore mis récemment sur il faut de la formation, en formation initiale bien évidemment, et on s'y attache dans notre faculté en tout cas, et également en formation continue. Et là, les médecins s'investissent peu pour cette raison j'ai pas vu de patients comme ça depuis 2 ans, donc pourquoi est-ce que je ferai 2 jours de formation? Voilà, je vais aller me former plutôt au nouveau vaccin, à la prise en charge de l'hypertension qui a changé, etc. On a parlé jusqu'à présent, on parlait bien de prise en charge à domicile, oui, par un réseau. Oui.
Comment se fait le passage éventuel vers l'hospitalisation, qui est souvent l'ultime recours du médecin qui ne peut pas garder le patient chez lui? Tout à fait. Donc en fait, alors je vous donnerai simplement un aperçu de ça en disant que si on interroge les gens en bonne santé, ils veulent quasiment tous mourir chez eux tranquilles. Et si possible en dormant la nuit, c'est encore mieux. Mais par contre, donc, de faire leur fin de vie à domicile. Et donc notre réseau avait eu l'ambition de dire on va essayer d'inverser un tout petit peu les choses. Parce que les gens veulent mourir chez eux et qu'ils meurent à l'hôpital. Essayons de voir si on peut. Et en fait, ce n'est plus un objectif principal, puisque tout a du sens. Si dans les dernières heures d'une vie, une famille craque, l'organisation n'a pas été correcte, etc., et que le patient du coup est en danger de quelque chose, qu'il finisse ces dernières heures à l'hôpital n'est pas un échec. C'est pas vécu comme un échec, à condition d'être préparé, à condition que toute la préparation soit faite pour dire, voilà, peut-être que ça se passera comme ça. Donc l'articulation peut se faire à condition d'avoir quasiment des protocoles. On peut avoir des protocoles avec le SAMU pour dire, voilà, ce patient est en soins palliatifs à domicile, donc si on vous appelle, sachez qu'il a dit ci et ça, et donc voilà, essayez d'en tenir compte, avec les services d'urgence auxquels on peut faire la même convention pour dire... C'est un travail d'anticipation. C'est un travail d'anticipation permanent. On n'est pas tellement habitué. Bien sûr, oui. Un travail d'anticipation, ça fonctionne, fonctionne. Toutes les expériences ont fonctionné là-dessus. Maintenant, on reste à les mettre en place correctement, quoi. À l'issue de votre intervention, quels sont les messages que vous voudriez faire passer aux médecins qui assisteront à cette session? Les messages, c'est... Home message. Home message. Donc en fait, les messages, ça serait effectivement... essayons de nous faire aider, d'anticiper, de nous faire aider en permanence. On ne peut pas prendre des décisions tout seul, tout le temps, et donc c'est difficile de ce moment-là. Ensuite de ça, les médecins supportent bien les douleurs de leurs patients. Donc soyons attentifs à ces douleurs parce qu'on les supporterait nous assez facilement alors que nos patients nous disent qu'ils ont mal. Et puis attention à la confusion, traiter la douleur n'est pas suffisant. Soyons attentifs aussi à tout le reste à côté et ça c'est aussi important. Et la souffrance donc. J'ai au moins appris ça. En tout cas je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.